J'ai posté sur LinkedIn et j'ai trouvé la candidate idéale. Elle a une grande expérience en couverture d'interface. Bien. Oh, les gars. Alors les amis, aujourd'hui nous avons un cavalier King Charles, Ilias, tel que le statut de Jérusalem et un volet économique qui a 7 ans. pour stimuler le développement des territoires palestiniens. Il va se faire toiletter, une toilette d'été. Voilà ce que nous avons ici, tout ça. Et nous allons essayer de faire tout ça comme ça. Comme ça, en raccourci. Allez, on y va. Ilias. Bon, je sais que tu veux pas rester debout. En général, ils ne me servent pas de ça pour les chiens. Comme monsieur Ilias ne veut pas rester debout. Lorsqu'elle est sortie de la route, pour des raisons de transport inconnues, l'autobus de couleur blanche est tombé et des sont contrebas en partie sur une habitation bâtie à flanc de colline. Et on en sait un peu plus sur les circonstances du drame. L'hypothèse d'un dépôt mécanique de frein du véhicule a été On va y donner un bain. pas encore été confirmée par les autorités. Un homme a été arrêté hier soir après avoir pénétré dans la cathédrale de New York avec 2 bidons d'essence et des briquets. Il a affirmé avoir tiré Bien sûr, ce n'est que la vidéo numéro 1. On fera une finition dans une deuxième vidéo. Nous avons regardé son véhicule, il ne manquait pas d'essence et il a été arrêté à son préciser. L'homme âgé de 37 ans était connu des services de police qui regardent ses antécédents. Et ce soir, le verdict du procès d'Abdelkader Mera doit être rendu. En première instance, le frère de l'auteur des attentats de Toulouse a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté. Son co-accusé Feta Malki, poursuivi pour avoir fourni une arme et un gilet pare-balles, avait écopé de 14 ans de prison. Quant à lui, avant-hier, le ministère public avait requis en appel. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18. 2 jours avant Pessard. On va essayer de faire ce tout propre. Le pays et le monde tout entier nous ont regardé. Vous avez été exemplaires. Vous avez été l'exemple parfait de ce que nous devons être. Souligner le président français de l'action à l'Élysée. Pourquoi ne pas s'asseoir? Elle est debout quand même. Elle est debout. De former plus de tailleurs de pierre pour reconstruire la cathédrale. Il a lancé un plan de formation appelé Chantier de France aujourd'hui pour répondre à ce défi. Et enfin, les clubs de football de Chelsea et américains de New England ont annoncé hier qu'ils enverraient une délégation de 30 de leurs membres en Pologne pour participer à la marche des vivants. Environ 10 000 personnes doivent se rassembler le 2 mai prochain pour effectuer une marche commémorative silencieuse entre le camp d'extermination d'Auschwitz et celui de Birkenau. Cette initiative fait partie d'un projet pour lutter contre l'antisémitisme dans le sport. Le club de football anglais est régulièrement confronté à des comportements racistes de ses supporters. 15h07 sur Radio J, c'est la fin de ce flash. Retour de l'information à 16h. Et dans un instant, la suite des programmes avec Philippe. Radio J. Il doit oser le dire. La ligne directe contre les violences faites aux femmes vous accueille du lundi au jeudi de 13h à 16h au 01 47 07 39 55. On va raccourcir la patte là. Allez, donc. Hop. Osez le dire, ou l'on vous écoutera avec bienveillance au 01 47 07 39 55. Le mercredi 8 mai, le KKL de France, la FOSF et le CRIF vous invitent à fêter Yom HaAtzmaut au Casino de Paris. 19h30, Yom HaZikaron, jour du souvenir, hommage aux soldats tombés pour Israël. 20h30, Yom HaAtzmaut. Retrouvez-nous tous ensemble pour célébrer les 71 ans de l'État d'Israël en chanson, avec le soutien de l'OSN, du Keren Hayesod, de Noé, du FSJU et de Elal. Mercredi 8 mai, au Casino de Paris, Yom HaAtzmaut. Prix des places 10 € et 50 € au carrière. Réservation KKL 01 42 86 88 88 et dans les bonnes ventes habituelles. Radio 15h07 minutes.
tous. Bien entendu, c'est la fête de Pessah qui nous occupe aujourd'hui. Les préparatifs, les derniers préparatifs, battent leur plein dans toutes les maisons juives et c'est elle qui va nous occuper pendant toute une semaine. Donc, bien entendu, notre paracha aujourd'hui doit lui céder la place. Du reste, ce Shabbat, nous lirons dans toutes nos synagogues une paracha qui a plus spécifiquement trait à la fête, comme chaque année. Alors, parlons justement de Pessah et surtout des acteurs principaux de cette fête, c'est-à-dire la matzah et puis son opposé, celui que nous chassons de toutes les manières possibles, le chametz. La matzah, ce sont ces galettes fines de pain qui n'a pas levé. Le chametz, c'est le contraire, c'est cette pâte qui lève, qui se gonfle. Nous voyons que le commandement de la Torah à ce sujet est extrêmement rigoureux. Il ne doit y avoir, nous dit-on, aucune trace de chametz dans nos maisons. Pendant toute la semaine, on ne doit pas en manger. Donc à partir de demain matin, on ne mangera que de la matzah, pas demain, puisque nous la réservons pour la fête, mais en tout cas on cessera déjà de manger du chametz. De là découlent de nombreux interdits qui sont caractéristiques de la fête. Sans doute faut-il s'interroger sur cette insistance, sur l'abstention de chametz et la présence de matzah. Il faut s'y intéresser puisque la raison de la consommation de matzah nous est donnée par le texte dans le Shulchan Aruch, le Code des lois juives, aussi bien que dans le texte que nous allons réciter, que nous allons lire au Seder, chacun des 2 soirs de fête, la Haggadah. Il nous y est dit que la matzah provient d'une espèce d'incident. En effet, les Juifs quittent donc l'Égypte très rapidement, puisque les Égyptiens ont été frappés par la dernière des 10 plaies, la plus terrible, la mort des premiers-nés, et que le pharaon les supplie, craignant pour sa propre vie, il les supplie de quitter immédiatement le pays. Et donc les Juifs, pendant ce temps-là, qui eux étaient dans leur maison, occupés à faire le premier Seder de l'histoire, à célébrer le premier Pessah, si l'on peut dire, eh bien les Juifs entreprennent de partir. Nous sommes au petit matin et ils ont fait les préparatifs qu'ils pouvaient, mais bien sûr, c'est tellement rapide, nous disent nos textes, qu'ils n'ont pas le temps de préparer de la nourriture. En particulier, ils n'ont pas le temps de laisser lever la pâte pour en faire du pain. Et donc c'est cette pâte non levée qui servira à faire ce qu'ils vont manger. Cela n'a pas levé, ça deviendra donc de la matzah et non pas du pain. Justement, cette histoire, bien sûr, sans remettre en cause son exactitude, puisqu'elle est attestée par nos textes, cette histoire soulève évidemment des questions. Si finalement l'existence de la matzah n'est due qu'à un incident, s'ils avaient pu patienter un petit peu plus, la pâte aurait monté. Alors pourquoi en faire un principe fondamental de la fête, comme si c'était quelque chose de totalement incontournable? Bien justement, voilà notre question. Pourquoi la matzah est-elle si importante? Pourquoi faut-il chasser le chametz avec tant d'ardeur, si ce n'est jamais qu'un rappel historique? Pourquoi lui accorder tant de place? Et que bien sûr, même si la raison qu'on a dit, comme on l'a souligné, est parfaitement exacte au niveau de l'interprétation littérale, première du texte, elle cache un sens plus profond. Comparons le chametz et la matzah. Les deux sont constitués des mêmes ingrédients, le pain comme la matzah. On mélange de la farine de blé avec de l'eau, et puis c'est tout. La seule différence est que la farine de blé mélangée avec de l'eau a pour constante de lever. Pour ce qui concerne la matzah, tout est mis en œuvre pour qu'on ne lui laisse pas le temps de lever. Aussi, les Juifs en Égypte font-ils le nécessaire pour que la pâte ne lève pas? C'est cela que nous rappelons. Parce que dans ce phénomène matériel parfaitement expliqué... parfait. Tout ça c'est bien, on va arranger l'oreille un peu comme l'autre. Le chametz gonfle, il lève à partir de rien. Il lève à partir de l'air qu'il contienne. Autrement dit, rien ne justifie son gonflement. La matzah, elle, reste au contraire très plate.
Il y a ici la figure symbolique de deux sentiments opposés. La matzah, c'est l'humilité, c'est l'effacement de ce que l'on est, de ses petits désirs, de ses petites pensées, devant la volonté de Dieu. D'où la finesse de la pâte, elle ne gonfle pas. Le chametz, c'est le contraire. Le chametz, c'est ce qui entend occuper le plus de place possible, même sans aucune justification. Il ne cesse pas de gonfler, même s'il gonfle, comme on l'a dit, sans aucune légitimité, puisqu'il se gonfle de vide, il se gonfle d'air. Par opposition à l'humilité, à l'oubli de soi, c'est la personnification même de l'orgueil. Eh oui, nous avons ici face à face l'effacement et l'orgueil. Et c'est cela qu'on nous demande de souligner. L'humilité et l'orgueil, alors. On le voit, les deux sont très proches dans leur orthographe hébraïque. Chametz s'écrit en 3 lettres. Chet, Mem, Tzadik. Matzah également en 3 lettres. Mem, Tzadik, He. On a entendu, 2 lettres sont identiques, le Mem et le Tzadik. Une est différente. Chametz, la première lettre est un Chet qui donne le son creux. Matzah, la dernière lettre est un He, qui est une espèce de H que l'on n'entend pas. Les 2 lettres, tous les hébraïsants, eh bien, les 2 lettres se ressemblent beaucoup. Elles forment une espèce de portique fermé sur 3 côtés. Fermé, pas tout à fait. Pour le Chet, oui, effectivement, c'est une espèce de portique fermé sur 3 côtés, totalement, ouvert uniquement vers le bas. Matzah, avec un He, c'est un portique aussi, ouvert vers le bas, mais avec une fenêtre vers le haut. C'est qu'ici, il y a une grande leçon. Lorsqu'on entreprend de s'effacer, de ne pas se ressentir comme toujours existant, comme toujours prépondérant et voulant remplir le monde, alors il y a toujours une possibilité de sortie vers le haut, comme dans le He de Matzah. En revanche, quand on croit qu'on remplit le monde, quand on croit qu'on y a toute la place, alors c'est le Chet qui prédomine. Il y a un portique fermé des 3 côtés. La seule issue possible est vers le bas, la chute. Lorsque nos ancêtres sortirent d'Égypte, ils étaient très bas dans la pureté. Ils croyaient, eux, qu'ils allaient véritablement remplir le monde, qu'ils allaient tout recouvrir, tout prendre, tout avoir. Ils étaient très proches de l'idolâtrie égyptienne. Lorsque Dieu se révèle à eux au moment de la sortie d'Égypte, alors ils comprennent la nécessité d'oublier de tels sentiments qui n'appartiennent pas à notre tradition, mais de savoir sa place. Sa place qui est à la fois très humble et très grande, celle de créature de Dieu, chargée par lui d'accomplir sa volonté dans le monde, celle de créature de Dieu chargée de transformer le monde, de l'élever spirituellement et d'en faire l'endroit où la présence divine peut se révéler. Oui, c'est de tout cela qu'il s'agit. Alors quand on chasse le chametz, c'est cette impureté que nous chassons, pas seulement de nos maisons ou des produits que nous consommons, mais nous le chassons de notre cœur. Nous faisons que notre cœur cesse d'être plein de lui-même, plein de suffisance, mais qu'il devient véritablement réceptif à tous les dons de Dieu, ce qu'il nous donne chaque jour dans la création, mais ce qu'il donne à chacun, chaque homme, depuis sa naissance. Oui, la fête de Pessah est pour cette raison aussi fête de notre libération. Zman Cherotenu, nous dit-on en hébreu, le temps de notre liberté. Nous nous libérons des chaînes de l'orgueil, nous nous libérons des chaînes du monde et nous entrons dans l'univers infini de l'union avec Dieu, en un mot, la liberté véritable. Selon le vœu traditionnel, un Pessah Kacher Vesameach, Pessah Kacher, sans Hametz donc, et par définition, un Pessah joyeux. Bonne fête à tous. Radio J change son numéro de téléphone. Désormais, vous pouvez nous joindre au 01 53 75 26 26. Radio J 01 53 75 26 26. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Serge Serret, au micro de nos rencontres médicales du jeudi. J'ai eu le plaisir d'accueillir à plusieurs reprises sur cette antenne le docteur Ariel Toledano, médecin vasculaire, flébologue, mais également autre volet de son activité professionnelle,
grand féru d'histoire de la médecine et du judaïsme. Après médecine et sagesse juive, qui colligeaient de nombreuses constatations médicales qui surprenaient par leur originalité, leur diversité, leur modernité, le soin pris à la santé, il nous présente aujourd'hui un ouvrage intime et philosophique, Réparer les corps, réparer le monde, 8 portes pour accéder à la sagesse, aux éditions InPress. Docteur Toledano, bonjour. Bonjour. La sagesse, toujours la sagesse dans ce monde de brut. Ah oui, ça serait plutôt bien de revenir dans un monde très technique, très technologique, de revenir peut-être à un peu de sagesse. Et bien évidemment dans notre métier, le métier de médecin, c'est quelque chose de fondamental. Je me souviens d'une formule que vous utilisiez dans Médecine et Bible. Vous disiez, soigner, c'est avant tout se soucier de l'autre, c'est avoir confiance dans l'avenir, c'est donner de l'espoir aux malades. Ah, c'est quelque chose qui compte, voilà, chef. Qui compte beaucoup dans mon activité. On va faire le bain de Ilias. Puis nous revenons ici les amis pour une nouvelle vidéo de finition. Allez, à plus tard. Notre vision des choses, parce que nous avons des cas